Entre nous à l'HP, on n'en parlait pas comme des drames humains. Guerre ou pas guerre, dépression, bipolaire ou folie ordinaire, c'était tout dans le même sac. On se retrouvait en sociothérapie. C'est un espace de soins plus couramment appelé cafétéria, mais comme à l'HP tout est bon à soigner, on buvait du café sociothérapeutique. Ce café, bien que mauvais, était bon, car à mesure que la substance agit sur l'organisation, la manière de penser et de sentir en éprouve des changements portant, par la relation perpétuelle du physique et du moral, au développement d'une civilisation. Pour autant, il n'y avait aucune sorte de progrès. J'avais toujours au fond une sorte de méfiance et de refus confus de tout ce qui me rappelait l'homme civilisé. Les manières polissées, la langue recherchée, le bon goût et l'aisance, le naturel pas naturel, les tournures élégantes. Pour tout ça, heureusement, à l'HP, c'était pas gagné. On jouait au Scrabble, on inventait des mots, je sais plus ce que c'était. On se racontait des trucs sous forme simplifiée, sujet, verbe, objet sans complément, des interlocutions, des envolées banales ou des tirades piquées aux conneries de la télé. La sociothérapie était comme un théâtre. Tout était pour de faux, alors tout était vrai et même sentimental, avec histoire d'amour. Et je me demandais ce qu'on sait vraiment des sentiments humains, si c'est un état d'âme, des attirances de corps ou seulement l'effet des traitements adaptés. J'avais des relations de type métaphysique, dans les fauteuils en mousse ou dans le parc derrière le parking, avec des gens dont je ne sais plus si c'était des psychos comme Franck et Fred ou le schizo Bobo, ou les trois, à vrai dire, les échanges de clopes avec des fracassés de l'Afrique francophone. Comment s'appelait-il? Ou des parties de cartes avec des victimes de violences sociales comme Cilia, ou des viols politiques comme Lulu et Dylan. Moi, je m'appelais la fille, comme ça, on se comprenait. Les PTSD et les autres de l'HP étaient tous mélangés. Tout le monde était dingue. À part ça, ça allait. Personne n'était malade. Je n'étais pas malade. À l'HP, des malades, il n'y en avait pas. Il y avait des patients qualifiés de personnes pour leur estime de soi et en même temps une désignation des personnes comme patients pour qu'ils restent tranquilles, mais vous n'avez aucun des patients, vous savez, aucun des patients n'avait d'estime de rien et aucune des personnes n'avait la patience de rester tranquille sans les tranquillisant. Les personnes qu'on était supportaient rien du tout, parce que ces personnes qu'on était, qu'on appelle patients, n'avaient pas supporté de supporter tout ça en attendant que ça passe, alors subir sans murmurer pour que ça continue, non, c'était pas possible. Les personnes qualifiées de patients murmurent sans le vouloir, ça les prend, elles murmurent et murmurent. C'est pour ça qu'elles sont là, parce qu'elles murmurent sur tout et n'importe quoi, mais vas-y de murmurer. Au bout d'un moment, il y a le contrat de soins. Le contrat de soins impose l'exécution de la prestation médicale obligeant le patient à être soigné selon sa volonté et suivant l'engagement du praticien de donner des soins non pas quelconques, mais consciencieux, attentifs et réserve faite des circonstances exceptionnelles conformes aux données de la science. Sans ce contrat tacite de l'obligation des soins, c'est un refus de soins qui ne peut pas durer parce qu'il n'y a pas le choix. J'avoue qu'au début, je refusais le contrat. Je manquais de confiance. Mais il y a la politique, il y a les relations personnelles. Et je m'étais habitué au personnel soignant, que j'appelais par son nom sur la blouse, Jean-Luc. Et les autres, ils m'appelaient Martine. Me disaient bonjour Martine. Me disaient comment ça va aujourd'hui Martine. Me demandait vous avez bien dormi Martine. Me prenait la tension et faisait attention à l'état général de ma santé mentale. Me parlait normalement, m'écoutait tranquillement. Ne me parlait pas de ma manie lectuaire, s'intéressait plutôt à ma clinophilie, et me changeait les draps pour que j'en profite bien, ne me bousculait pas, ne m'obligeait à rien, m'encourageait à participer, mais seulement si je voulais, aux ateliers thérapeutiques. J'ai fini par y aller parce que je m'emmerdais. J'ai fait de la peinture et des trucs en poterie. C'était moche et raté. J'aimais bien. Je m'exprimais si vous voulez. Donc, au bout d'un moment, par le contact humain dont nous avons besoin, je vais changer d'avis sans m'en apercevoir. Je murmurais encore, mais de moins en moins fort. Le murmure se mélange à celui de l'HP. Un bourdon, comme on dit. C'était au bord du blé. Des coquelicots faisaient des taches de sang comme un champ d'honneur qui pousse au-dessus des batailles. Je roulais, libre ou seul. Je
Je sentais la tension s'endormir en sursaut, une décontraction si nouvelle que je riais, je crois. Les montagnes enfoncées, les pentes éboulées, la fin des arbres, et voilà les cultures jusqu'à l'horizontale. Je fumais par la fenêtre. J'entendais tous les bruits, les oiseaux endormis dans les roseaux mouillés, les grenouilles en plein vol, plus loin le canal et son brouillard et la lune allumée sous le feu de la clarté. Sous l'effet de l'endorphine que je m'envoyais à haute dose, l'extatique réalité, délire de trop de vie, me réjouissait autant que l'insignifiance de mon destin dévié des trajectoires. Je conduisais d'une main, je continuerais peut-être jusqu'à voir les falaises et les grandes marées. Je m'en foutais de tout, je vivrais dans la bagnole, ça irait dans cette bagnole, rouler dans le grand décor, la main contre le vent, je faisais les chœurs de Bruce Springsteen, Spirit in the Night, je chantais All Night, All Night, chantais All Night, en chœur dans la nuit. Je roulais longtemps, sans aller quelque part. Pas d'étoiles à fixer, pas de fusée à tirer, pas d'amour à manquer. Déjà vers les terres froides, les fumées de brouillard me percutaient la tête. Aller vers le plateau, sans pousser le moteur et les pentes en roue libre, rouler libre, accélérer tranquille. 5e, aller, plein feu sur le bitume. Merde, y a quelqu'un qui se fout dans mes phares. La vache, c'est un chien. La bagnole est partie dans le fossé. Sur la route, il y a le chien, il est mort. Je vois le chien, il me dit qu'il est mort. Il me parle sans mots, de cerveau à cerveau. Je suis arrêté dans l'ornière. Je voudrais rentrer chez moi, mais chez moi n'est plus chez moi. Cet endroit que j'appelais chez moi, c'est la propriété de l'homme civilisé. Un paysage de ruines où la végétation pousse au milieu d'un cimetière de voitures, grimpe contre le ciment déchiré de lézardes, enroule ses ronces, ses vrilles, le liseron jusque devant la porte, et la porte est fermée à clé, soit en dedans, soit dehors. Il n'y a pas de retour. Et j'étais sorti, je comprenais ça que pour partir, pour se tirer, c'est aller nulle part, sans jamais pouvoir retourner en arrière. J'ai pensé à ma mère, j'ai appelé ma mère. J'ai hurlé le chien à ma mère. Mais il n'y avait pas de chien, aucun ni mort. Après j'ai attendu. J'ai dormi peut-être. Je sais pas. Le chien me traversait. Il n'y avait rien à faire avec ce chien, à part attendre et dormir pour qu'il disparaisse, et il disparaissait. C'est normal, il paraît, de voir un chien ou autre de mort quand on a ce que j'ai. Ça peut arriver à n'importe quel animal, une fois traumatisé, quand il y a un terrain. Il paraît qu'il y a un terrain et que ce terrain est dû à ma psychologie. Je ne guérissais pas, mais j'apprenais à vivre avec cette maladie que je n'avais pas et qui s'expliquait par ma psychologie. Par ma psychologie, par l'enfance douloureuse, et l'enfance douloureuse par celle de ma mère. Ce qui se vérifie du point de vue historique, ma mère ayant subi, elle aussi, des abus politiques. Si j'avais pas ma mère, qu'est-ce que je serais devenu? Qu'est-ce que je serais? Est-ce que je serais moi, l'individu Martine, si j'avais pas ma mère, élevé sous la mer, dans son état mental, réfugié chez ma mère qui a connu la guerre, une mère bousillée par l'éducation à la fois nationale, morale et catholique du maréchal Pétain, ayant chanté dans la cour des bonnes sœurs le chant favori du maréchal Pétain. Maréchal, nous voilà. Est-ce que l'éducation des bonnes sœurs n'a pas forcé ma mère à croire au maréchal en obligeant ma mère à chanter ses conneries et inciter ma mère à m'éduquer aussi en fonction des conneries du sauveur de la France? Est-ce que les souffrances de l'enfance de ma mère sous le maréchal Pétain n'ont pas créé les conditions de la névrose de guerre de l'enfant de ma mère? L'éducation de ma mère n'aurait-elle pas marqué, sans qu'on s'en aperçoive, l'éducation de ma mère? Et le traumatisme d'un enfant du maréchal Pétain n'aurait-il pas créé une disparition chez l'enfant de l'enfant, une disposition chez l'enfant de l'enfant? Je me demande si l'histoire de ma mère dans la guerre de son enfance ne m'aurait pas conditionné à subir quelques petites violences politiques de dessous les fagots. Je me demande si les abus politiques sont transmis par la mère ou transmis par la guerre. Si ce legs de souvenirs dont ma mère ne se souvient pas ne serait pas mon héritage indivis.
Je me demande si la nation n'y est pas pour quelque chose. La nation entretient un rapport avec l'état des gens, par exemple, un rat. Si on prend un rat, on le fait appartenir à une nation de rats. Et on le met en contact avec une guerre ou un viol. Le rat est énervé, il s'affole. Il tourne en rond sous l'œil de la nation. Il est traumatisé. Mais le rat dans la violence appartient à une nation. Le rat n'est pas tout seul. Il y a la nation qui s'occupe de son rat. La nation du rat ne laisse pas tomber son rat, mais s'occupe des souffrances consécutives à la violence politique, par exemple la guerre ou le viol. La nation ne dit pas au rat que le traumatisme est la preuve que la guerre et le viol sont une violence politique. Elle dit « Frightening situations may happen to everyone at some point ». La nation des rats laisse pas tomber le rat, mais s'occupe des souffrances consécutives à la violence politique, par exemple la guerre ou le viol. La nation dispose en effet d'un service sanitaire des armées et du viol qui va s'occuper du rat. Dès que les combats ont commencé, la nation met en place une cellule psychologique. Des psychiatres et des psychologues du service sanitaire des armées et du viol se rendent à proximité de la zone de combat pour être au plus près des réalités de terrain. La nation constate les effets psychologiques de la violence politique. Rats can react in many different ways. La nation observe le comportement des rats traumatisés. Many rats may feel nervous, have vivid nightmares, flashbacks, or thoughts of the event that seem to come from nowhere. La nation explique que c'est normal, parce que ça s'explique. La nation peut expliquer la psychologie du rat traumatisé par la question de la mort. Le rat français bénéficie de l'avance américaine en matière de connaissances psychologiques de la violence politique. Le service sanitaire de la nation fait un exposé sur la confrontation des soldats français et des violets français à la question de la mort. C'est une intervention nationale sur le terrain des colloques scientifiques. Le colloque national sur la psychologie de la violence nationale considère sérieusement le problème des rats traumatisés. Même bien préparé, aucun rat français n'est à l'abri de cette rencontre surprise avec cette question de la mort d'une façon qui le concerne directement. Dixit la nation. La nation ne dit pas la mort, elle dit la question de la mort. Une cellule d'intervention de la nation assure un soutien psychologique pour les rats français sur le théâtre des opérations. Dixit la nation. Un psychologue de l'arrière s'entretient avec les évacués sanitaires de la guerre ou du viol avant leur rapatriement. Des officiers d'environnement humain du rat français sont formés par le service de santé des armées de la nation, aidés par un médecin d'unité nationale et par un référent de la section chargé de veiller sur ses camarades rats afin de détecter des signes anormaux de stress. Dixit la nation à cause de toute cette merde. Le stress du rat français est repéré par des officiers d'environnement humain, dixit la nation déployée dans toutes les unités. Le psychiatre de la nation organise avec le médecin d'unité des séances de débriefing collectif. Le débriefing est une méthode américaine de gestion du stress du rat français traumatisé à cause de toute cette merde. En fin de mission ou après son viol, le rat français est débridé et ensuite il est décompressé dans un hôtel à Chypre ou alors à l'HP. Le rat français a quitté le théâtre des opérations. S'il revient de la guerre, il va passer par Chypre. S'il revient du viol, il passera à l'HP. La nation a installé le rat français dans un hôtel à Chypre ou à l'HP. Elles veulent décompresser pour le remettre en condition de vie civile. Le rat français nage dans une piscine, il fait des exercices physiques à Chypre où il se couche dans un lit et il fait de la sociothérapie à l'HP. Il faut de la méditation où il prend de la benzodiazépine. C'est pour se détendre. Le rat est détendu. Il va pouvoir reprendre sa place dans la vie civile. Il veut rentrer retrouver les siens. C'est humain. Chez un rat. Thank you, rat. Welcome home, rat.
Noémie Lefebvre, l'enfance politique, verticale.